Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour dans laquelle je reçois un avocat, Maître Alain Azoumé, qui est avocat au barreau de Paris. Vous êtes également écrivain puisque vous avez fait 2 livres déjà, Afrique, un avion en sursis et Lettres discourtoises aux souverainetés africaines, parus tous les 2 aux éditions L'Harmattan. Bonjour Maître. Bonjour. On n'envoie pas de lettres discourtoises à des souverainetés. Bon, c'était une lettre pas si discourtoise que ça, mais en fait c'était une prise de position sur les grands problèmes de l'heure qui concernent l'Afrique, son développement, sa place dans le monde, son cheminement. Donc voilà, c'était vraiment un point de réflexion. D'accord. Un avocat comme vous a été élu en président en France en 2007. Il vient de perdre les élections. Il avait promis la fin de la France-Afrique. Vous y avez cru ou pas en 2007 quand il parlait d'enterrer la France-Afrique? Franchement, j'y ai peu cru. J'y ai peu cru parce que il me semble qu'il n'y avait pas de réflexion en amont pour pouvoir mener une politique vraiment nouvelle. Dès qu'il a été élu, il s'est agi en fait de reprendre les relations du passé et qui pèsent énormément. Et je pense que effectivement, c'était des promesses un peu vaines, quoi. Et on l'a vu par la suite. D'accord. Là maintenant, on a un nouveau président qui est socialiste cette fois, qui dit quelque part que la France-Afrique ne doit pas survivre. On doit s'arranger pour qu'elle disparaisse. Vous y croyez cette fois? Il y a également le même danger, parce que c'est, à mon avis, pas assez pensé. Il y a peut-être une situation un peu différente, parce qu'il y a des maîtres mots qui ont été mis en avant par ce président, enfin par le nouveau président, François Hollande, voilà, qui parle de justice, d'équité, de transparence, alors au plan local. Et s'il advient qu'il applique ces principes-là au plan international, et notamment dans les relations avec l'Afrique, je pense qu'effectivement, les relations pourront trouver un nouveau cours. D'accord. Et vous pensez que sur le plan de la souveraineté, puisque vous avez adressé cette lettre discourtoise, ces lettres discourtoises aux souverainetés africaines, vous pensez qu'au niveau de l'Afrique, on a besoin également de faire mourir la France-Afrique ou pas? Nécessairement. Ce sont des relations du passé, des relations bien souvent qui étaient obscures, de chef d'État à chef d'État, des renvois d'ascenseurs, et donc qui ne participaient pas aux nécessaires efforts en vue de parvenir à un développement réel du continent, en tout cas. Pourtant, aujourd'hui, l'Afrique diversifie ses partenariats. On parle beaucoup de la présence chinoise, on parle des Américains, on parle des pays émergents, qu'il s'agisse du Gabon, qu'il s'agisse de l'Argentine, oui, de la Russie ou d'autres pays comme la Corée, le Pakistan, l'Inde. Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à venir sur le continent. Donc, ça atténue l'influence de la France quelque part. Tout à fait. C'est une bonne chose. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est quand même systématiquement en période de crise, une espèce de réflexe pavlovien des chefs d'État, de l'élite politique donc dans ces pays, de l'espace francophone, à se tourner nécessairement vers l'Élysée, vers la France, et donc toujours envoyer des signaux vers l'ancienne puissance coloniale. Même si par ailleurs on tente, hein, à mon avis, pas suffisamment, mais on le fait, d'élargir un peu les relations. D'accord. Mais quand on parle de fin de la France-Afrique en France, est-ce que vous avez l'impression qu'en Afrique, où on en parle également, on parle de la même chose? C'est pas certain. C'est peut-être là où la difficulté, le hiatus, le fait qu'on n'y arrive pas. Alors ici, quand on parle de fin de la France-Afrique, je pense que les dirigeants français veulent mettre un terme donc à ces relations peut-être trop, comment dirais-je, fortes avec les chefs d'État africains, qui étaient vraiment des relations personnalisées. Alors que quand on veut mettre un terme à cela, nous en Afrique, c'est plutôt dans l'idée de moins voir la main invisible de la France, changer les dirigeants, préserver ses intérêts. Donc il y a un vrai souci. Je crois que les Africains, quand ils regardent la France, c'est pour tenter de nouer des relations vraiment d'État à État, enfin ce qui peut constituer en fait l'opposition, hein, aux gouvernants qui sont en place et qui critiquent justement cette France-Afrique, c'est qu'ils souhaiteraient que des relations d'égalité soient instituées entre la France donc et nos pays, et donc plutôt des relations d'État à État, alors que quand les dirigeants français parle de la fin de la France-Afrique, c'est tenter d'estomper un petit peu ces relations qui sont des relations vraiment trop personnalisées entre les dirigeants. Et quand on évoque la diaspora que vous incarnez, oui, puisque vous avez été là-bas, vous êtes ici, vous avez la connaissance des 2 cultures, politique, sociale, qu'est-ce que la diaspora peut apporter dans ce combat contre la France-Afrique? C'est vraiment la grande question. Je pense que la diaspora n'est pas suffisamment utilisée, et d'ailleurs par, je
veux dire par la France, hein, qui est le pays hôte, qui a quand même de plus en plus, hein, ça fait quand même une trentaine d'années que nous sommes ici, une génération, voire presque deux, hein, une et demie, et l'élite française, enfin quand je dis l'élite, la classe dirigeante française, fait fi en fait de cette diaspora, qui pourtant a un rôle, non seulement un rôle interne, parce que bien souvent des Africains et Africaines ont pris des places relativement éminentes dans des entreprises, dans le domaine social, dans la société, mais ils sont assez peu vus, et donc on les met pas en avant, et ça pose de vrais problèmes à l'égard des banlieues, des communautés qui se forment en lisière donc des grandes villes françaises, et on sait bien que bon, il y a un grand souci à ce niveau-là, parce que ces communautés se sentent délaissées, alors que justement la classe dirigeante, enfin les politiciens français, donc aux commandes, devraient se servir de cette diaspora qui est exemplaire à mains égards, parce qu'elle travaille, elle est industrieuse, laborieuse, elle n'est pas dans des affaires de délit, etc. Parce qu'elle milite dans la plupart de ces partis. Voilà, et on le sait dans ces partis politiques. Mais bon, voilà, on banalise cette exemplarité, c'est dommage, alors qu'elle pourrait servir en interne. Mais elle pourrait servir également en externe, pour justement peut-être lancer des pistes de réflexion, mais plus que de réflexion, d'action dans nos pays africains. Parce que nous avons effectivement cette double culture africaine, parce que bon, même si on est venu ici très tôt, un peu comme moi, on a quand même vécu dans un univers familial qui demeure africain, même si les proches, les amis, etc., bien entendu, on a noué des relations amicales ici en France, donc voilà, on est ouvert. Mais on est quand même dans un cadre où on a gardé une culture africaine, tout en ayant également cette double culture donc française, voire même francophile bien souvent, parce que dans ce pays, on y a quand même grandi, on y a été instruit, et il y a des liens bien naturels qui se sont forgés. Il y a du positif, manifestement, mais tout ça n'est pas assez utilisé. Jusqu'à présent, l'impression que l'on avait en observant les communautés africaines de façon générale en France, c'était qu'elles militaient beaucoup à gauche. En 81, il y a eu un exemple d'intégration. Il était d'ailleurs secrétaire d'État à l'intégration, Kofi Ammian. Oui. Après, en 2007, on a vu, pour une fois, des ministres africains, d'origine africaine, disons, occuper des postes de ministère régaliens. Rachida Dati à la justice, et puis il y a eu également l'exemple de Ramayad. Est-ce que vous avez l'impression que les lignes ont bougé aujourd'hui et qu'il faut davantage aller vers cette intégration positive oui, tout à fait, tout à fait. On ne peut pas nier qu'elles ont bougé parce que le symbole est fort quand même. Pourtant, dans la présidentielle, dans la campagne, on n'a pas beaucoup entendu parler d'Afrique, on n'a pas beaucoup entendu parler de cette thématique-là concernant l'intégration, l'accueil des étrangers. Enfin, pas de cette façon-là. Pas suffisamment, c'est vrai. Mais je pense que le symbole d'avoir nommé effectivement des personnes issues de la diaspora, enfin africaine, Afrique du Nord et puis également subsaharienne, a été fort. Et là, il faut quand même reconnaître cela à l'ancien président, quoi, d'avoir brisé un peu le tabou quand même, qui consistait à nommer, bon, éventuellement un ministre, mais à l'outre-mer, voire vraiment à lui donner des attributions relativement secondaires. Là, ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est un symbole fort, que quoi qu'on dise dans l'inconscient, chez les Français maintenant, ils se sont fait à l'idée qu'il puisse y avoir maintenant des Africains voilà, à des postes de grande responsabilité. Et c'est une bonne chose. Mais pour autant, il faut aller dans le fond des choses, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une tête de proue, hein, voilà, d'avoir la proue du navire en disant, ben voilà, regardez, voilà, il y a des étrangers, d'origine, j'entends, mais français, à des postes de responsabilité. Ça reste cosmétique quand même si le symbole est important dans la vie politique. Il faut également que justement ce geste à l'égard des communautés étrangères soit effectué dans son ensemble, pour que vraiment les communautés africaines du Nord et du Sud puissent avoir leur pleine place en France, en tant que ressortissants français. Il faut que le groupe aussi avance. Et donc il faut que dans les banlieues, voilà, il y ait moins de chômage, moins de jeunes sans emploi, qu'il y ait moins de zones de non-droit, comme c'est le cas malheureusement, parce qu'il y a une espèce de laisser-aller en disant, bon, ce sont des coins où, voilà, plus ou moins délaissés, et où les Français n'iraient pas, quoi. Alors même que, bon, des Français y vivent, et ils vivent mal à cause justement de cette promiscuité des communautés. Oui. Pendant le débat de l'entre-deux tours, je crois que ce qui ne vous a pas échappé, les deux candidats ont parlé de l'immigration, et il y en a un qui a dit, l'immigration, aujourd'hui, quand on parle d'étrangers, je parle des Africains, des musulmans en particulier, puisque c'est de là qu'ils viennent de la Méditerranée, ils sont soit noirs, soit de l'Afrique
du Nord, mais le lien entre les deux, c'est qu'ils sont musulmans. Oui. C'est un raccourci ou c'est une évolution dans le discours? Non, c'est un terrible raccourci, et puis c'est extrêmement choquant d'entendre des propos pareils quand même du plus haut dignitaire quand même politique en France, hein, qui faisait une espèce d'amalgame entre l'origine étrangère et l'appartenance à une religion, alors que c'est pas du tout le sujet, et que la France est un pays donc républicain où il y a des valeurs républicaines de laïcité, d'égalité, hein, et qu'on doit respecter, et elle est une et indivisible. Donc il ne faut pas séparer comme ça les composantes de la société. Donc c'était très malvenu, cette radicalité dans le discours uniquement, bon, à des buts, à des fins, je veux dire, électorales, quoi. Mais pourquoi la question ne se pose que pour les Africains? Pourtant, il y a d'autres communautés. Il y a des Asiatiques, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens, qui vivent en France, pakistanais. Mais on n'entend pas beaucoup parler de problèmes d'intégration liés à ces communautés-là. Oui, c'est vrai, parce que ces communautés paraissent, en tout cas, plus industrieuses. On les pense, en fait, plus tournées vers les vertus du travail, vers une implication personnelle dans la réussite, pensant d'abord à leur parcours propre, et puis s'aidant également mutuellement. Étonnamment, elles sont arrivées en plus tard que nos communautés, à nous, africaines. Et elles ont su s'organiser. Bon, cela tient peut-être à des valeurs qui leur sont propres ou à une histoire. Et nous, Africains, on a cru que le lien historique qu'on avait avec la puissance coloniale nous permettait, en fait, de ne compter que sur elle, ou en tout cas que sur l'État. Et on ne s'est pas suffisamment pris en main. Et c'est peut-être le tort aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit, c'est la résultante, en fait, de tout ça. C'est un manque, peut-être, d'implication personnelle des uns et des autres. Pourtant, il y a un conseil représentatif des associations noires en France. Il y a une évolution. Il y a l'ancien président du CRAN qui a voulu se présenter en politique. Il n'a pas eu toutes les signatures nécessaires pour cela, mais il y a eu un début d'organisation. Oui, il y a eu un début d'organisation, mais je crois que ce qui joue également, et là on revient peut-être à l'histoire un peu ancienne, à nos relations historiques sur le plan colonial avec la France, peut-être même au-delà aussi, il faut peut-être aller chercher encore plus loin, au-delà de la période coloniale, c'est peut-être aussi, ça tient aussi, et aussi aux conséquences de l'indépendance, à toute cette histoire que l'Africain, en fait, nous Africains, on n'a pas assez maîtrisé. L'image donnée par nos pays, hein, vue de France, n'est pas une image revalorisante. Et donc peut-être qu'on a du mal, justement, nous, Africains de la diaspora, étant ici, à se situer par rapport à tout ça. Si vous aviez François Hollande devant vous, il nous reste 30 secondes pour la fin de l'émission, mais si vous aviez François Hollande devant vous et que vous devriez lui demander une ou deux choses précises sur les engagements relatifs aux Africains et aux communautés africaines vivant ici, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, en fait, de reprendre le thème central qu'il a mis en avant dans sa prise de pouvoir, c'est l'objectif d'aider les jeunes. Moi, je pense que cet objectif qu'il a mis comme étant prioritaire est également l'objectif que les dirigeants africains doivent s'assigner également. Il faut absolument soutenir la jeunesse, qui aujourd'hui est véritablement dans un état d'abandon total. En France ou en Afrique? Je parle en Afrique également. En Afrique, en France bien entendu. Ce sera fait si effectivement le nouveau président tient parole. Mais qui va s'occuper de nos jeunes en Afrique? C'est ça la question. Merci beaucoup, Maître Alain Azoumé. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, que vous avez également fait 2 livres, Afrique, un avion en sursis et lettres discourtoises. Un avenir en sursis. Un avenir, autant pour moi, en sursis, et lettres discourtoises aux souverainetés africaines, tous 2 parus aux éditions L'Harmattan. Merci d'être venu. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.